À l'ère de l'information, nous sommes chaque jour inondés de quantités de données, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de fois supérieures à celles dont disposaient nos ancêtres. Pourtant, n'avez-vous pas remarqué que la profondeur de la pensée contemporaine est loin d'égaler celle de nos aînés ? Moins de 5% des individus sont capables de penser de manière autonome. Pourquoi cette régression ? Parce que, malgré le volume colossal d'informations quotidiennes, la plupart de ce que nous percevons n'est en réalité que ce que d'autres veulent que nous voyions. Cela conduit de plus en plus de personnes à vivre toute leur vie bercées par des illusions, leur esprit nourri de fausses nourritures. Je sais que votre vie est trépidante, et pourtant, ce que je m'apprête à partager n'est pas toujours facile à assimiler, encore moins à maîtriser. Si vous ne l'écoutez qu'une seule fois, mon conseil serait de regarder jusqu'à la fin, puis de le réécouter plusieurs fois, à votre aise, peut-être en faisant vos tâches ménagères. N'hésitez pas à partager et à enregistrer cette vidéo dans votre liste de lecture pour y revenir facilement. J'ose vous assurer que d'ici quelques mois seulement, votre manière de penser aura atteint un niveau d'élévation stupéfiant. Ici Clé de Vie et je suis ravi de vous retrouver. La différence fondamentale entre ceux qui sont éveillés et ceux qui sommeillent réside dans leur capacité à discerner les lois fondamentales régissant ce monde. Une fois éveillé et éclairé, vous comprendrez que ce monde fonctionne selon deux ensembles de règles. Ce que vous entendez et voyez dans ce monde n'est en réalité qu'une succession de pièges. Ce monde est structuré par deux systèmes de règles. Le premier ensemble de règles est celui de la bienveillance et de l'éthique. Il est majestueux, glorieux et peut être librement discuté en public. Le second ensemble de règles est celui du pragmatisme. Il peut vous aider à vous épanouir et à réussir votre vie, mais il ne devrait être discuté qu'en cercle restreint et ne jamais être divulgué. La moralité du premier système n'est qu'une façade, tandis que l'intérêt du second système est la véritable substance. La connaissance que nous acquérons de l'enfance à l'âge adulte est majoritairement celle des règles formelles du premier système. L'être humain calcule toujours ses propres avantages en son fort intérieur, et c'est là la règle de l'intérêt du second système. Les personnes avisées sont celles qui utilisent le premier système comme un moyen d'atteindre les objectifs du second. Presque tout le monde arbore un manteau d'éthique étincelant, cherchant ensuite par tous les moyens à en tirer un profit personnel. Les règles de moralité sont celles que tout le monde prononce à voix haute, tandis que les règles de l'intérêt sont celles que tout le monde garde précieusement en tête. Par conséquent, ne vous laissez jamais aveugler par le premier système. Utilisez plutôt le second pour percer la réalité des choses. Par exemple, nous ne devons pas nous fier uniquement à ce qu'une personne dit, mais plutôt observer ce qu'elle fait. Le premier système n'est qu'un piège. Vous ne pouvez pas le considérer comme une méthode pour vous épanouir, réussir et devenir célèbre. Si vous voulez comprendre clairement le comportement de chaque individu, vous devez l'analyser en vous basant sur le second système, c'est-à-dire la méthode d'analyse des intérêts. L'intérêt est la principale motivation qui guide les actions humaines. La méthode d'analyse des intérêts ne sera jamais obsolète. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui s'est déroulée sous mes yeux. Une fois, mes amis et moi sommes partis en voyage. Comme nous avions beaucoup de bagages et que nous ne connaissions pas la région, mon ami a discrètement glissé quelques billets au bagagiste dans le hall de l'hôtel. Par la suite, pendant plusieurs jours, cet employé s'est montré d'une aide inestimable, organisant avec une diligence remarquable nos itinéraires et prenant soin de nos bagages. Après cela, mon ami a dit « Si tu veux recevoir l'aide de quelqu'un, tu dois d'abord comprendre ce que tu peux lui offrir. Entre étrangers, au-delà de l'intérêt mutuel, il n'y a pas d'autre forme de relation. » L'argent en est la meilleure expression. Ces quelques billets n'étaient pas une fortune, mais cela s'est avéré bien plus efficace que 10 belles paroles ou des tentatives forcées de créer de l'amitié. C'est précisément la méthode d'analyse des intérêts. Beaucoup de gens vous approchent avec des intentions claires. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne pensent jamais à ce qu'ils pourraient offrir en retour. Avant de vouloir recevoir, vous devez réfléchir attentivement à ce que vous pouvez apporter aux autres. Votre avantage est-il ce dont les autres ont besoin ? Est-ce la seule chose ? Le monde des adultes repose sur 4 mots fondamentaux. La valeur d'échange. Si la valeur d'échange, cet intérêt du second système, ne se concrétise pas, alors on ne pourra compter que sur le premier système, et la relation de moralité et de bienveillance entre les parties ne sera qu'une façade. L'histoire progresse sans cesse, les lois demeurent immuables, le monde évolue avec fureur, mais la nature humaine, elle, ne change pas. Éviter les pertes est un instinct humain. L'intérêt reste le moteur le plus puissant de nos actions. C'est ainsi que le monde maintient son équilibre à travers ces deux systèmes.
car le second système, lui, doit être appliqué, mais jamais exprimé. Le premier système est peut-être comparable aux règles de politesse entre individus, une certaine formalité. Comme lorsque nous discutons parfois avec d'autres, sachant que nous disons des platitudes, vous savez aussi que l'autre ment, et nous savons tous que nous disons des banalités. Chacun le comprend clairement, et c'est ainsi que se forme le premier système. Peu importe comment l'humanité évolue, elle doit toujours se conformer au premier système pour ne pas paraître trop pragmatique. Prenez Confucius par exemple. À la même époque, Maître Guiguzzi, maître de la vallée des démons, possédait un talent extraordinaire. Pourquoi alors n'a-t-il pas été célébré comme Confucius ? Parce que sa théorie, axée sur le second système, était destinée à être utilisée mais jamais divulguée. On dit que la véritable maturité consiste à voir à travers sans jamais parler à travers, une allusion directe au second système. Vous pouvez l'appliquer, mais vous ne devez jamais le révéler, car le faire le corromperait. Dans ce monde, ceux qui disent la vérité apparaissent souvent comme des opportunistes, tandis que de nombreux opportunistes s'efforcent de se faire passer pour des gentlemen. Comment s'améliorer rapidement ? Il existe une méthode d'une efficacité foudroyante, et quiconque l'apprend et l'applique connaîtra une ascension immédiate. Ce système, que vous n'entendrez nulle part ailleurs, est divisé en 3 niveaux. Les gens ordinaires, mais déjà très compétents, n'ont souvent qu'effleuré la surface du premier niveau, et cela les place déjà bien au-dessus de la majorité. Mais pour saisir les 2e et 3e niveaux, il faut une intuition profonde et une certaine connexion, un destin. Je vais m'efforcer de les exposer le plus succinctement possible. Voyons à combien de niveaux vous parviendrez à vous connecter. Le premier niveau, c'est la conscience que possèdent la plupart des gens compétents autour de nous. Ils comprennent parfaitement que le monde est une illusion qui contrôle la réalité. Ce qui est invisible contrôle ce qui est visible. La raison pour laquelle il est difficile pour les gens ordinaires de transcender cela est qu'ils vivent uniquement dans le monde des apparences, limités par ce que leurs yeux voient et leurs oreilles entendent, confondant la forme avec la vérité. Par exemple, si quelqu'un est bon en RE aujourd'hui, ils penseront que c'est une bonne personne. Si demain cette même personne ne l'est plus, ils la jugeront mauvaise. Cette perception unidimensionnelle et limitée se réduit à cela. À l'ère de l'information, nous sommes chaque jour inondés de quantités de données, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de fois supérieures à celles dont disposaient nos ancêtres. Pourtant, n'avez-vous pas remarqué que la profondeur de la pensée contemporaine est loin d'égaler celle de nos aînés ? Moins de 5% des individus sont capables de penser de manière autonome. Pourquoi cette régression ? Parce que, malgré le volume colossal d'informations quotidiennes, la plupart de ce que nous percevons n'est en réalité que ce que d'autres veulent que nous voyions. Cela conduit de plus en plus de personnes à vivre toute leur vie bercées par des illusions, leur esprit nourri de fausses nourritures. Alors, pourquoi les maîtres parviennent-ils à transformer toute action en succès ? C'est très simple, ils ne regardent pas la surface. Ils cherchent uniquement des réponses dans les lois, les principes, la nature humaine et les lois célestes que la majorité ne perçoit pas. Ils adoptent une perspective divine, se plaçant du point de vue de l'état d'esprit, des intérêts et du passé, présent, futur de chacun pour prédire les résultats. Comment pourraient-ils se tromper ? Ces maîtres éprouvent rarement de la souffrance, car ils comprennent que l'existence est logique. Ainsi, toute apparition, changement ou disparition est tout à fait normale. Le cycle est la norme, seule la durée varie. Celui qui peut comprendre cela possède une force d'âme presque invincible. Bien, pour la personne ordinaire, ce qui précède est suffisant. Ce que je m'apprête à dire maintenant leur serait sans doute incompréhensible. Le deuxième niveau. Ceux qui peuvent le saisir pourraient devenir des êtres quasi divins, car il est en totale contradiction avec notre perception ordinaire. L'univers entier est une manifestation d'énergie, y compris vous et moi. Chaque pensée, chaque geste est une fréquence. Les fréquences n'ont ni polarité positive ou négative, seulement une intensité haute ou basse. Les énergies hautes influencent les énergies basses. Plus une croyance est forte, plus elle procure un sentiment de beauté et de bien-être, et plus elle est capable d'influencer un grand nombre de personnes. Plus vous attirez de personnes sur la même fréquence que la vôtre, plus vous réussirez facilement. Le succès n'est donc plus un problème en soi. En même temps, ce monde n'a, en réalité, ni temps ni espace. Les changements que nous percevons comme l'écoulement du temps ne sont en fait que des variations, et chaque changement est prédestiné.
Celui qui peut saisir ce destin, qui est clair sur la voie céleste, est un prophète, un mathématicien ou un individu capable de tout réaliser. Ceci n'est que le deuxième niveau, accessible uniquement à ceux qui peuvent le comprendre en l'écoutant. Le troisième niveau. Je vais maintenant aborder le troisième niveau. Cependant, sachez bien que sans un niveau de conscience élevé, ce qui suit vous sera incompréhensible. Premièrement, chaque personne dans le monde, c'est vous. Il n'y a personne d'autre que vous. Chaque changement n'est qu'une lutte, un tiraillement, une confrontation entre vous et vous-même. Le Bouddha, c'est vous. Le démon, c'est vous. L'animal, c'est vous. L'être humain, c'est vous. Le but ultime est que vous réalisiez tout cela et que vous vous réconciliez avec vous-même. Deuxièmement, la nature du monde n'a ni bien ni mal, ni beauté ni laideur, ni aucune norme. Tout est naturel. Je suis l'univers est moi. Troisièmement, toutes les formes sont des illusions. Plus vous désirez quelque chose, plus vous en manquez. Car si vous avez déjà regardé ma vidéo précédente sur Wang Yangming, ce penseur, philosophe et homme politique exceptionnel de la dynastie Ming en Chine, il a en fait découvert l'influence de quelque chose de similaire au subconscient sur la pensée humaine et, par conséquent, sur l'action. Il soutenait que si l'on pouvait saisir la vérité, le changement se produirait instantanément et la situation actuelle pourrait se transformer immédiatement. Cependant, la plupart des gens qui lisent sur l'unité de la connaissance et de l'action, Zhe Xing He, comprennent mal ce que Han Yangming voulait dire. Il parlait du subconscient, ou, pour le dire autrement, d'une forme de sensation. Il ne parlait pas du savoir que l'on acquiert en lisant des livres ou en écoutant mon contenu. Ce type de connaissance doit être compris dans son essence, dans son véritable sens. Le vrai dont il parlait, c'est la capacité à conduire en téléphonant ou à faire du vélo en écoutant de la musique sans avoir à passer par un processus de pensée consciente. C'est spontané. Entre connaître et agir, il n'y a pas de décalage temporel. C'est comme lorsque vous sentez une mauvaise odeur. Vous éprouvez instantanément du dégoût. Le dégoût survient dès que vous l'apercevez, pas après une réflexion. Ou quand vous voyez une personne belle ou charmante, vous l'appréciez immédiatement, sans avoir à y réfléchir après l'avoir vue. L'unité de la connaissance et de l'action n'est pas une méthode, elle ne vous dit pas de faire ce que vous savez, ni de fusionner la connaissance et le cœur. Wang Yangming décrivait un état où ces deux éléments ne font qu'un, ils sont les deux faces d'une même réalité. De même que le visage d'une personne, une fois apparu, présente inévitablement ses côtés gauche et droit. C'est comme lorsque vous êtes transpercé par un objet. L'acte d'être transpercé et la sensation de douleur ne font qu'un, inséparables, les deux faces d'une même réalité. Voilà pour les fondamentaux. Si vous parveniez à les saisir, je continuerai avec des concepts plus profonds. Par exemple, la nuit, votre cerveau sait que vous devriez dormir, mais votre subconscient, le vrai, la conscience alaya, s'y oppose et veut rester éveillé un peu plus longtemps pour vous satisfaire. En fin de compte, vous constaterez que le cerveau n'a pas le pouvoir de décision. C'est le subconscient, le vrai, qui est le maître. Le résultat, vous vous coucherez très tard. Ou quand vous voulez aller courir, le subconscient générera instantanément des sensations de fatigue, de découragement et la douleur de l'effort. Ces perceptions vous feront remettre le jogging à plus tard. Retenez bien ceci. Quiconque, à cet instant précis, est en état d'unité de la connaissance et de l'action. Vos actions ne peuvent être que l'expression de votre subconscient. Cette phrase est capitale, elle est liée à ce qui va suivre. Le subconscient, c'est précisément la connaissance, Qi, dont parlait Wang Yangming. Bien sûr, le terme subconscient que j'utilise ici n'est qu'une approximation pour faciliter la compréhension. En réalité, cela relève de la conscience alaya, alaya vijnana dans le bouddhisme. Elle gère la conscience moi, manas vijnana, de chacun, c'est-à-dire la 7e conscience en plus des 6 autres, celle des yeux, des oreilles, du nez, de la langue, du corps et de l'esprit ou mental. Le mental ou esprit, I, parmi les 6 consciences, est la connaissance que nous comprenons habituellement, c'est-à-dire savoir que fumer est mauvais pour la santé, que se coucher tôt et se lever tôt est bon pour le corps, ou qu'il faut faire de l'exercice et lire beaucoup. Cependant, ce mental est influencé par la conscience alaya et ne peut rien décider par lui-même. La conscience alaya domine la conscience moi humaine et ce sont ses tendances innées, la colère, l'ignorance, l'orgueil et le doute. C'est pourquoi Wang Yangming a dit « Avoir le bien et le mal, c'est le mouvement de la pensée.
Connaître le bien et le mal, c'est la conscience innée, Liangji. La première phrase évoque la distinction individuelle qui crée l'ego, le soi de chacun, donnant ainsi naissance aux aspects du bien et du mal. La seconde phrase signifie que vous devez laisser la septième conscience, c'est-à-dire la conscience alaya, savoir véritablement ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est cela la véritable conscience innée, Liangji. Wang Yongming, ce célèbre penseur de la dynastie Ming, a saisi la vérité de la vie et a créé la méthode secrète ultime pour purifier l'esprit. Il estimait que dans la vie, chacun rencontre de nombreux problèmes complexes. Nous semblons occupés par toutes sortes de choses chaque jour, mais au final, tout ce que nous traitons, ce sont nos propres émotions et perceptions. Imaginez, lors d'une réunion de famille, tous vos proches arrivent en Mercedes ou en BMW, et vous conduisez une vieille voiture achetée pour une somme modique. Ils insinuent sans cesse que votre voiture n'est pas sûre, que son moteur est faible, que son intérieur est médiocre et que son logo n'est pas prestigieux. Que penseriez-vous à ce moment-là ? Mais si nous changeons le scénario, supposez que vous conduisiez une voiture de luxe valant une fortune. Quel serait votre sentiment ? Exactement, le problème est là. La réunion est la même, les personnes qui parlent sont les mêmes, mais pourquoi votre humeur change-t-elle si radicalement dans ces deux contextes différents ? Si vous parvenez à comprendre cela, vous atteindrez un véritable changement. En fait, à l'exception des sensations liées à la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, qui sont réelles, tout ce que vous ressentez, joie, tristesse, haine, jalousie, avidité, n'est que le reflet de votre propre état d'esprit. Toutes les émotions n'existent pas objectivement. Elles proviennent de pensées illusoires et d'activités extérieures à la nature originelle de l'être humain. Le monde matériel extérieur est unique, mais dans le cœur de chacun existe un petit monde qui lui est propre, et chaque monde est différent. C'est le sens de la phrase de Wang Yongming. L'esprit est sans objet. Sin Wu Wu. L'océan est l'océan, il ne représente pas l'immensité. La lune est la lune, elle ne représente pas la mélancolie amoureuse. Toutes les définitions sont créées par l'homme. Certains disent « le parfum du prunier vient de son amère résistance au froid ». Mais le parfum du prunier existe simplement parce que c'est un prunier. Sans le froid glacial, le prunier ne serait plus un prunier. C'est exact. Si vous pouvez percer la nature des choses, vous pourrez naviguer aisément entre différentes émotions, sans être lié par les barrières humaines. À ce moment-là, vous deviendrez une existence invincible, capable de communiquer avec tous et de faire face à n'importe quelle situation. Après son illumination à Longchang, Wang Yongming a compris très clairement la vérité de la vie, une illumination survenue après une profonde méditation. Il estimait que l'attitude de l'esprit détermine la conduite, d'où la maxime « unité de la connaissance et de l'action ». Littéralement, cela ne semble pas difficile à comprendre. Un exemple simple. Lorsque les parents vieillissent, les enfants savent naturellement qu'ils doivent être filiaux, c'est la connaissance. Et l'action de montrer de la piété filiale envers les parents, c'est l'action. Ces deux éléments sont une unité, l'un n'apparaît pas quand l'autre disparaît. Cependant, si l'on veut vraiment saisir le sens profond de ces quatre mots, ce n'est malheureusement pas aussi simple. Par essence, le cœur humain n'a ni bien ni mal, mais dès qu'une pensée surgit, le bien et le mal apparaissent. Après son illumination à Longchamp, Wang Yongming est devenu encore plus convaincu que le cœur n'est jamais dans l'erreur, Sin Wu Wu, que l'absence d'erreur dans le cœur est le principe le plus élevé, qu'il n'est pas nécessaire de chercher à l'extérieur, mais qu'on peut le trouver dans son propre cœur. Il estimait qu'il n'y a qu'un seul esprit et qu'il n'est pas nécessaire de distinguer le cœur humain du cœur de la voix. Il suffit de cultiver son esprit, d'éliminer les mauvaises pensées et de préserver le principe céleste. Notre esprit est la source de toute signification, tout se révélera naturellement. Mais que cela trouble mon esprit ou non, c'est à moi de le décider. Même si les cieux s'effondrent, la terre s'ouvre et les déluges inondent le monde, tant que mon cœur est en paix, ce monde restera éternellement stable. Tous les problèmes de l'esprit, en fin de compte, ne sont que des problèmes d'état d'esprit. Peu importe à quel point les choses dans ce monde sont dangereuses, tant que mon esprit reste imperturbable, rien ne peut me nuire, ni ne peut me transmettre la moindre pensée. Telle est la puissance de la philosophie de l'esprit de Wang Yongming. Votre subconscient contrôle votre vie, mais vous appelez cela le destin. Dans la section précédente, nous avons dit que Wang Yongming avait en réalité découvert quelque chose de similaire au subconscient dans la pensée humaine, qui influence leurs actions. Ce qu'il a dit, si cela est vraiment compris, produira immédiatement des changements,
transformera les circonstances actuelles et accueillera le destin de chacun. Dans cette partie, nous allons approfondir. Votre capacité à comprendre dépendra de votre connexion, de votre destinée. Notez bien que mon contenu ne s'adresse qu'à un petit groupe de personnes. Ceux qui ont une mentalité de masse, allez plutôt regarder des vidéos de divertissement plus superficielles. Ne perdez pas votre temps ici. Réfléchissez. Lorsque Wang Yangming était dans son bureau à Longshang, il a pensé « J'ai tant réfléchi toute ma vie, mais sans succès. Au contraire, je me suis même mis dans cette situation. » Il a alors décidé d'arrêter de penser et a commencé à changer de perspective. « Si j'étais un saint, que ferais-je » Il ne pensait plus à comment cultiver pour devenir un saint, mais agissait directement selon les principes et les standards d'un saint tels qu'il les connaissait. Il a commencé à ignorer ses pensées et émotions, agissant et imitant directement. Le résultat, comme tout le monde le sait, fut un changement radical pour lui. À première vue, cela semble simple, mais en réalité, c'est extrêmement difficile intérieurement. Je vais vous l'expliquer. Parce que nous discutons de l'esprit, toutes nos actions doivent provenir du subconscient. Le comportement humain ne peut échapper au contrôle du subconscient. Wang Yangming a contourné cela et a directement coupé le processus. C'est comme un hack de jeu. Il y a un point crucial qui peut aider tout le monde à comprendre cette méthode mentale et aujourd'hui, je vais vous le partager. Il a commencé à ignorer ses pensées et émotions, agissant et imitant directement. Le résultat, comme tout le monde le sait, fut un changement radical pour lui. À première vue, cela semble simple, mais en réalité, c'est extrêmement difficile intérieurement. Je vais vous l'expliquer. Parce que nous discutons de l'esprit, toutes nos actions doivent provenir du subconscient. Le comportement humain ne peut échapper au contrôle du subconscient. Wang Yangming a contourné cela et a directement coupé le processus. C'est comme un hack de jeu. Il y a un point crucial qui peut aider tout le monde à comprendre cette méthode mentale et aujourd'hui, je vais vous le partager. C'était le problème de Wang Yangming à l'époque, et c'est aussi notre problème actuel. Il a réalisé que peu importe comment il investiguait les choses, pensait ou cultivait, il n'était qu'un personnage d'IA, et que les attributs de ce personnage d'IA ne pouvaient être que tels. Par exemple, appelons cela l'attribut A. Il veut percer, changer les statistiques d'attaque ou de magie de ce personnage d'IA, mais il ne peut pas, car il n'est qu'un programme exécutant ses paramètres. En d'autres termes, chacun de nous est un programme exécutant ses propres paramètres et ne peut les modifier par la simple pensée. Mais à ce moment-là, s'il y avait un personnage d'IA B qui exécute les paramètres d'un saint, c'est-à-dire que ses statistiques d'attaque et de magie sont bien supérieures à celles du personnage d'IA de Wang Yangming, la manière dont Wang Yangming a brisé l'impasse a été de faire ce que B faisait. Si toutes mes actions sont comme celles de B, ne suis-je pas moi-même B? Pourquoi s'embêter à cultiver l'esprit ou à investiguer les choses? Cela a immédiatement percé son programme d'exécution, brisant l'impasse. Il endura un inconfort psychologique sans s'en soucier. Lorsqu'il imitait les actions de B, il se sentait certainement extrêmement mal à l'aise, car la connaissance et l'action sont une unité. Lorsqu'il a effectué ce comportement d'imitation, le comportement lui-même n'était pas quelque chose que les paramètres du personnage A pouvaient faire, donc il s'est sûrement senti mal à l'aise. Mais inversement, après avoir agi de la sorte, il n'était plus lui-même. C'est ainsi qu'il a percé les paramètres de perception par le comportement, car la connaissance et l'action sont à l'origine les deux faces yin et yang d'une même chose. En changeant la connaissance du subconscient, l'action change aussi. C'est ce que Wang Yangming voulait vraiment dire. Et c'est aussi le cheminement de mise en œuvre concret. Le cheminement de la pensée humaine va des sens au cerveau, puis du cerveau à la connaissance dont parlait Wang Yangming, c'est-à-dire le subconscient. La connaissance du subconscient se manifeste par l'action, car ils sont une unité. Normalement, nous nous fions uniquement à la conscience au niveau du cerveau, c'est-à-dire la sixième conscience, qui comprend la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et le mental. Comprendre les choses de cette manière est, au final, complètement inutile. Nous devons nous entraîner à changer notre subconscient pour pouvoir changer nos actions. Mais puisque le subconscient ne peut pas, par lui-même, briser sa propre configuration mentale, il doit passer par un comportement inversé pour changer la connaissance du subconscient. Votre subconscient contrôle votre vie, et vous appelez cela le destin. Ainsi, la méthode mentale de Wang Yangming est en fait un moyen de changer le destin.
C'est pourquoi, lorsqu'il a percé les paramètres pour changer son destin, il a inévitablement réalisé, comme Zhuangzi, le bouddhisme zen et le taoïsme, l'origine du monde, que l'esprit et la matière ne font qu'un, que toutes choses sont une unité, et il a compris les lois de fonctionnement de l'univers entier. Ce contenu est assez complexe. Si vous ne comprenez pas, ou si ce à quoi vous pensez actuellement n'est pas ce que je veux exprimer, c'est tout à fait normal. Prenez votre temps. Quand vous aurez vraiment compris la philosophie de l'esprit, elle deviendra un véritable atout, un cheat code pour la vie. Tout deviendra simple, comme manger, dormir ou respirer. Vous pourrez lâcher prise quand vous le voudrez et prendre ce que vous voudrez.